Les grandes pages de l'histoire. S'il est des faits et des dates, des femmes et des hommes qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines pour s'imposer comme repère aux consciences et aux intelligences humaines, héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire aujourd'hui. Le ciel de leur relation s'est considérablement assombri et l'orage n'est pas loin de s'abattre. Toutes les conditions et tous les ingrédients pour que les abeilles et les Français se rentrent dedans sont réunis. La guerre va éclater. Le conflit était donc inévitable et les abeilles allaient engager les hostilités aussi par surprise. À la fin de 1909, une assemblée de notables abeilles décide d'organiser la lutte contre ces étrangers blancs, des hommes sans parole, de mauvais génies à la peau blanche, et ils vont fixer la date de l'insurrection pour le 6 janvier de l'année 1910. Des émissaires alors sont envoyés dans tous les villages pour informer tout le peuple de ce que la guerre aura bel et bien lieu. Une guerre inévitable. Les notables vont jurer sur les fétiches de tenir cette promesse et de bouter hors de leur sol ces hommes blancs venus de on ne sait où comment qui veulent se prendre pour le Dieu sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Comme ils ont été surpris au cours du massacre à Morier, les abeilles ouvrent les hostilités à la grande surprise des colons français qui croyaient ainsi leur avoir fait peur et tué en eux toute velléité des révoltes. C'était mal connaître ce peuple abeille, un peuple d'insoumis. Les abeilles en qui bout la vengeance, ces abeilles à la rancune ténace, mues par la colère et l'esprit des révoltes, passent alors à l'acte avec pour seule arme la rage de vaincre, la rage de tuer. Ils passent à l'acte avec des bâtons et quelques fusils de chasse et autres machettes à leur possession. Ce 6 janvier, les abeilles fondent sur le centre d'Érimakougué, premier poste français. Ils vont prendre d'assaut ce poste français et massacrer tous les Français, sans faire des quartiers, femmes, enfants, vieillards, civils et soldats et autres hommes en armes sont massacrés à la machette dans un silence déroutant à l'improviste et en un temps record. La même nuit, les abeilles si bien organisées attaquent en silence tous les étrangers vivant sur leur sol, autour d'Agboville, dans les chantiers forestiers, dans les plantations et autres villages de colberteurs et autres serviteurs de l'homme blanc. Après le massacre, les abeilles poussent des cris de guerre qui jettent le froid dans les rangs de ces quelques survivants de ces massacres. Des cris de guerre et des danses de guerriers qui mettent tout de suite en déroute ceux qui ont eu la vie sauve par un heureux hasard dans ce massacre. Après le massacre, les abeilles incendient les lieux pour être sûrs de ne rien laisser derrière eux en vie chez ces hommes blancs qui ne craignent pas de verser le sang de leurs semblables. Puis, satisfaits de leur vengeance, les abeilles vont repartir sans faire de prisonniers de guerre. À Agboville, les abeilles ont attaqué simultanément les quelques familles des hommes blancs qui vivaient à cette époque sans laisser en vie leurs serviteurs et autres employés collabos de leurs œuvres dans le pays abeille et Krobo. Toute la nuit, les abeilles qui ont détruit toutes les lignes téléphoniques, massacré les hommes blancs, vont passer au peigne fin
la ville pour s'assurer d'avoir fait mordre la poussière à ces blancs. Les commerces sont incendiés aussi bien que les bâtiments administratifs. Tous les dessus ou autres papiers de l'administration coloniale détruits. Une administration coloniale que les abbés ne veulent pas voir se substituer à leur administration, à eux, à leur organisation administrative, sociale, politique et économique. Une administration coloniale jugée incongrue, inappropriée et gênante pour la civilisation des abbés et des Krobou chez eux-mêmes. Le lendemain, les Krobou entrent en guerre contre les Français aux côtés de leurs frères abbés et c'est désormais la guerre totale dans le pays abbé et Krobou. À Gbogbobo, ce village aujourd'hui appelé Rubino, les abbés déboulonnent les rails, préparent les déraillements des trains et massacrent des hommes blancs et les noirs à leur service et à leur solde. Dans tous les villages des abbés, le long des voies ferrées, les abbés organisés, massés dans la forêt, guettent les moindres passages des trains. Au passage du train, l'information est donnée aux guerriers de Rubino qui attendent massés dans la brousse, le visage noirci au charbon et tacheté de sang d'animaux. Le train annoncé arrive et entre dans la zone d'embuscade. Les guerriers attendent le déraillement pour attaquer. Et les guerriers, les visages durcis et devenus méconnaissables, fondent sur leurs victimes. Et quand le train a déraillé, les cris de guerre des abbés mêlés au grand but de déraillement produisent un vacarme, un bruit digne de l'enfer qui jette une fois encore la grande peur parmi les survivants de ce déraillement. Les derniers survivants du déraillement qui voient les guerriers abbés, les visages noircis et maculés de sang d'animaux, sont bien surpris et savent qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais au mauvais endroit. Ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui arrive et ce qui leur arrive. Les abbés massacrent tous les cheminots et passagers qu'ils soupçonnent être au service de l'administration coloniale, sans faire de quartier bien sûr. Aux cris de guerre se mêlent des pleurs et autres cris de peur des passagers survivants du déraillement, un bruit d'enfer qui anime les lieux et les environs ce jour-là. Rubino, recherché, sera pris. Aux mains des guerriers abbés comme un trophée de guerre, le prisonnier de cette attaque déjà mal en point, l'homme blessé dans ce déraillement du train sera ramené au village par les guerriers abbés pour le présenter à leur chef par le chef de guerre. Assis à même le sol tout autour de lui, les guerriers et la population de ce village, l'homme blanc que l'on croyait immortel parce qu'assimilable aux esprits de la forêt et aux génies, va faire l'objet d'un procès avant d'être massacré conformément aux us et coutumes qui le reconnaissent coupable de traîtrise et coupable par appartenance ethnique à ces colons français qui ont attaqué par surprise et massacré les abbés à Grand-Morieux au cours de la rencontre du 24 janvier 1908. Une rencontre d'explication pourtant voulue et convoquée par l'homme blanc pour aboutir à une attente et à la conciliation des esprits avec les Blancs pour une cohabitation pacifique. Rubino fut reconnu coupable de ce que les siens ont fait aux peuples abbés ce 24 janvier et coupable de traîtrise. Sur les lieux de l'attaque, sur les lieux du déraillement, les corps des Noirs au service des hommes blancs ont été abandonnés pour être sacrifiés aux esprits de la forêt qui, selon la croyance en vigueur à l'époque, viendront la nuit tomber dans les corps d'animaux sauvages pour dévorer ces morts. Mais déjà, avant la tombée de la nuit,
Les corbeaux et les chiens sauvages, attirés par l'odeur de la charogne, ont pris part déjà au festin des esprits et des génies de la forêt. Ainsi, il fallait conjurer le sort, il fallait laver le sang versé par l'homme blanc à Morier, la capitale de la tradition du pays Abeille-Krobou, capitale ancestrale de ce peuple. Dans tous les villages de ce pays Abeille-Krobou, il a fallu s'apprendre à tous les hommes au service de l'homme blanc dans les contrées. Ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire